L'histoire suit un jeune homme, Kelvin, qui est réincarné dans un monde fantastique par le suprême être de la réincarnation. Le suprême être responsable a commis une erreur qui a coûté la vie à Kelvin. Pour corriger son erreur, il a demandé de l'aide au suprême être de la réincarnation. Kelvin va se réincarner dans le monde fantastique, mais sans ses souvenirs d'avant. Kelvin a eu l'opportunité de choisir différentes compétences qui l'aideront dans sa nouvelle vie. Pendant sa réincarnation, il est apparemment tombé amoureux du suprême être de la réincarnation, mais il ne se souviendra plus de tout cela une fois réveillé. Kelvin se réveille au milieu de la forêt. L'écran de statue apparaît devant lui et il doit appuyer sur démarrer pour continuer. Une voix communique avec Kelvin et il s'avère que cette voix appartient au suprême être de la création, Melfina. Kelvin avait demandé à Melfina de devenir sa servante lorsqu'on lui avait proposé de faire un vœu. Kelvin jette un œil à son statut et se rend compte qu'il est invocateur. Melfina dit à Kelvin d'aller à la ville la plus proche, Irt, pour s'enregistrer en tant qu'aventurier. Pour l'instant, Kelvin ne peut entendre que la voix de Melfina jusqu'à ce qu'il soit assez puissant pour l'invoquer. Melfina a accepté de devenir sa servante parce qu'elle a décidé de faire une pause dans son travail. Elle a ses assistants qui travaillent pour elle en attendant. Kelvin entre dans une guilde pour s'enregistrer en tant qu'aventurier. Melfina lui dit de ne pas s'enregistrer en tant qu'invocateur car les invocateurs de rang S sont très rares. Il y en a rarement par nation. La nation s'intéressera à lui dès qu'ils découvriront qu'il est invocateur, et de rang S en plus. Kelvin s'enregistre donc à la place comme mage vert. Lui remet la carte de rang F. La réceptionniste, Ange, l'informe qu'il peut accepter des missions d'un niveau supérieur au sien. Cependant, il ne recevra pas de points supplémentaires s'il accomplit les missions. Le chèque à accomplir les missions entraîne également une pénalité. Réaliser 10 missions d'affilée permet d'être promu au rang suivant. Pour sa première mission, on lui demande de vaincre au moins 3 signes bleus. Kelvin trouve le signe et Melfina lui dit qu'il peut conclure un contrat avec l'un d'eux. Cependant, le signe doit être affaibli et il doit accepter l'accord du contrat. Kelvin s'attaque à l'un des signes, mais ce n'était pas aussi facile qu'il le pensait. Les Sims continuent de jouer avec lui jusqu'à ce que Kelvin parvienne à en mettre un à terre. Il tend alors la main et conclut un contrat avec le Sim bleu. Le Sim disparaît dans la conscience de Kelvin et il peut l'invoquer quand il le souhaite. Kelvin nomme le Sim Turtle. Il y a aussi un réseau dans sa conscience que ses serviteurs peuvent utiliser pour communiquer. C'est ainsi que Melfina communique avec Kelvin et désormais Croto peut aussi échanger avec le duo. Le fait que Kelvin ait conclu un contrat avec Croto a augmenté le niveau de Croto, qui est maintenant plus fort. Kelvin teste alors ses compétences d'invocation et les utilise pour invoquer Croto. Il demande ensuite à Croto de l'aider à vaincre 3 signes bleus. Croto absorbe les signes, les désynthétise vers le noyau afin que Kelvin puisse les utiliser comme preuve. Après l'avoir accompli sa mission, Kelvin retourne au deal et il est payé pour le travail. Ange indique à Kelvin la zone où il peut trouver une auberge pour dormir. En se rendant à l'auberge, il traverse une ruelle où il voit des esclavagistes exposant leurs esclaves à vendre. Parmi les esclaves se trouve une jeune elfe, mais Kelvin n'a pas d'argent pour l'acheter et s'en va. Kelvin se rend à l'auberge Champ des Esprits. Il rencontre la réceptionniste, Claire. Claire lui montre sa chambre et lui prépare également un repas. Cela marque le début de son voyage et de son aventure dans un autre monde. Peu de temps après, Kelvin est promu au rang après avoir accompli le nombre de missions requis. Ange suggère à Kelvin de former son propre groupe car il va commencer à accepter des missions plus difficiles. Kelvin se dit qu'il n'a pas besoin d'une fête puisqu'il a Croto. Ange demande à Kelvin s'il vient d'un autre monde car il est très fort pour un débutant, mais Kelvin préfère ne pas répondre. Alors que Kelvin réfléchit aux prochaines missions qui pourraient accepter, un aventurier nommé Kashi fait son entrée. Il suggère à Kelvin d'affronter le chevalier fantôme noir. Kashi se présente à Kelvin comme un aventurier de rang B. Ce que Kelvin ignore, c'est qu'il s'agit du stratagème habituel de Kashi pour piéger les nouveaux. Il leur fait croire qu'il est faible, puis les humilie. Tout le monde dans la guilde a peur de Kashi car il est en réalité un aventurier de rang B. Kashi annonce que son groupe part à la chasse du chevalier fantôme noir et qu'il souhaite que Kelvin se joigne à eux. Ange tente de protester en disant que la mission sera trop difficile pour Kelvin, mais Kashi la fait taire. Kelvin dit alors à Kashi qu'il n'est pas intéressé à rejoindre son groupe pour vaincre le chevalier fantôme noir. Kelvin utilise son aide d'expertise pour examiner les statistiques de Kashi et découvre qu'il a menti sur ses statistiques et son rang. Il possède également un titre inquiétant et Kelvin comprend que Kashi n'abandonnera pas. Kelvin propose alors un marché à Kashi. Il va affronter Kashi et son groupe dans une compétition. Celui qui vaincra le chevalier en premier sera le gagnant du défi. Kashi, sûr de lui,
accepte immédiatement le défi. Kashi retrouve l'un des membres de son groupe, Jimil. Il dit à Kashi que son œil d'expertise est de rancé et qu'il n'arrive toujours pas à voir les statistiques de Kelvin. Jimu suggère que la dissimulation de Kelvin doit être aux mains de rancé. Un autre membre du groupe, Haj, qui semble être la brute de l'équipe, a écrasé Kelvin. Plus tard, Kashi et son groupe arrivent au vieux château pour découvrir que tous les monstres morts vivants ont déjà été vaincus. Il ne reste plus que le chevalier fantôme noir. Kelvin se montre et dit qu'il les attendait. Kelvin révèle qu'il est au courant de leur plan pour lui faire du mal. Apparemment, ils ont tué d'autres aventuriers pour augmenter leur propre point d'euro au lieu de simplement accomplir des missions. Raj est le premier à s'en prendre à Kelvin, mais il le piège dans une liane de boue. Jimu essaie de s'enfuir, mais il est arrêté par un Kroto. Il s'avère que Kroto a maintenant évolué en cime butonnière au cours de toute leur mission. Son titre est désormais dévoreur, il est encore plus puissant. Cependant, il peut reprendre sa taille habituelle à volonté. Ensemble, ils vainquent Kashi et son groupe. Après avoir vaincu les 3 aventuriers corrompus, Kelvin décide qu'il est temps de passer à l'événement principal. Il ouvre la porte menant à la pièce où le chevalier l'attend. Kelvin s'approche du chevalier et lui fait part de son intention de le recruter dans son équipe. Cela surprend le chevalier, qui explique que la plupart des gens l'attaquent simplement avec leur épée. Le duo s'assoit pour discuter. Il confie à Kelvin qu'il a autrefois été humain, mais qu'il n'est pas prêt à lui révéler la raison pour laquelle il est devenu un monstre. Le chevalier dit qu'il n'a plus de pays ni de roi pour lesquels se battre. Il révèle que son nom est Shehar, mais précise que Kelvin devra d'abord le vaincre avant de pouvoir conclure un combat avec lui. Un combat éclate entre les deux, et pendant l'affrontement, Shehar révèle pourquoi il est resté en vie. Il était autrefois le capitaine des chevaliers de son petit pays, Al-Kahal. Un jour, un elfe nommé Jidora, venu du continent occidental, est arrivé avec une proposition pour le roi. Jidora est venu au nom de l'Empire Nisea et a demandé au roi de travailler pour eux. Il veut que le roi et l'armée détruisent l'Empire sans de Barimi. Cependant, le roi a refusé et, en quelques jours, tout le monde d'Al-Kahal est mort. Gérard a refusé de mourir afin de pouvoir venger la mort de sa famille et de son pays. Kelvin entend cela et utilise toutes ses forces pour vaincre Gérard. Gérard admet sa défaite et conclut un contrat avec Kelvin. Peu après, Kelvin rapporte un morceau de l'armure du chevalier à la guilde comme preuve. Il remet également Cachal et son groupe pour qu'ils soient unis. Avec cela, Kelvin a désormais 3 êtres à son service. Ces 3 êtres sont Mefina, Cloto et Gérard. Le niveau de Mefina est incommensurable car elle est un être suprême. Ensuite, Kelvin rencontre le maître de la guilde, Io. L'œil d'évaluation de Léo est de rang A, ce qui rend difficile pour Kelvin de cacher ses statistiques. Io voit clair en lui et comprend rapidement que Kelvin vient d'un autre monde. Kelvin a envie de se défendre sur qui il est, mais Gérard lui conseille de se détendre. Il ne pourra pas cacher ses statistiques éternellement et il a aussi besoin d'amis avec qui il peut partager ses secrets. Yeo demande à Kelvin s'il est invocateur, et Kelvin le confirme. Kelvin demande alors pourquoi Léo n'a pas arrêté Cachal et son groupe, puisque son œil d'évaluation peut voir ce qu'il prépare. Léo s'excuse et explique que Cachal est un membre de la nation militaire de Tristan. Puis il fallait des preuves directement liées à Cachal pour éviter un incident international. Yeo révèle qu'il n'est pas l'ennemi de Kelvin, mais son ami. En fait, il a déjà rencontré d'autres personnes comme lui, venues d'un autre monde. Léo explique que les héros de l'Empire Saint de Darimi viennent d'un autre monde, mais Fima confirme cela et dit que c'est elle qui les a réincarnés. La prêtresse de Darimi a entendu la prophétie de l'être suprême et a invoqué les héros. Il s'avère que la résurrection du roi Bémon est imminente. C'est la raison pour laquelle les monstres à travers le continent sont devenus plus humains. Léo dit à Kelvin qu'il comprend pourquoi il cachait son statut d'invocateur. Il ne veut pas être entraîné dans des querelles politiques. Léo lui assure que s'il accepte d'aider, il veillera à ce que Kelvin garde sa liberté et que personne ne découvre son statut. Kelvin est déjà un aventurier Goras et Léo est prêt à l'aider à atteindre le sommet. Peu de temps après, Kelvin est promu au rang B. Pierre prépare un bon plat pour Kelvin afin de fêter sa promotion. Plus tard, Melfina annonce à Kelvin que la prêtresse de l'Empire sacré de Darimi a réalisé un rituel d'invocation. Melfina trouve alors quelques beaux garçons et jolies filles à réincarner. Melfina dit que les héros seront désormais à un niveau correct. Kelvin quitte sa chambre pour aller faire des courses. Il révèle son intention de trouver une esclave elfe et de l'acheter. Kelvin prévoit de l'entraîner et de l'ajouter à son groupe. Une fois sur place, Kelvin remet son argent au maître.
Il apprend qu'une malédiction pèse sur la jeune fille, empêchant quiconque de la toucher. La jeune fille remercie Kelvin de l'avoir acheté et révèle que son nom est Phil. Kelvin utilise alors sa magie pour briser la malédiction et Effie peut enfin toucher quelqu'un sans le brûler. Kelvin ramène Effie à l'auberge et Claire s'occupe d'elle. Après l'avoir baignée et lavée, Effie paraît jeune et belle. Effie promet de faire de son mieux pour servir Kelvin. Kelvin se rend compte que Claire a confectionné un uniforme de soubrette pour Effie, mais il lui va très bien malgré tout. Ensuite, le duo déguste un repas préparé par Claire. La nourriture était si délicieuse qu'Effie l'a pleuré en mangeant. Kelvin propose alors à Effie de choisir elle-même ses compétences. Au moment d'aller dormir, Claire annonce à Kelvin qu'il n'y a de nouveau plus de chambres disponibles. Kelvin est donc obligé de partager un lit avec Effie. Ensuite, Effie a utilisé ses points pour l'archerie, le tourisme et la couture. Kelvin a également acquis des compétences en forge. Effie a commencé à concevoir elle-même des vêtements, et la tenue de soubrette qu'elle porte actuellement a été créée par elle. La combinaison de sa compétence d'archerie de haut niveau, de sa magie rouge et de la grâce du roi dragon de feu lui a permis de développer sa propre technique. Peu de temps après, Kelvin sera éligible au rang une fois qu'il aura accompli une tâche supplémentaire. Effie est également en train d'être promu au rang B en très peu de temps. Après avoir remis leur rapport à la DUB, Effie demande à Kelvin de l'accompagner le lendemain et Kelvin accepte à contre-cœur. Pendant ce temps, Melfina est partie s'occuper d'une affaire officielle. Melfina sera temporairement indisponible pour le moment. Le lendemain, Kelvin retrouve Effie et Ange. Effie prend soin d'être belle et élégante pour l'événement du jour. Alors qu'ils profitent de leur sortie, Tabra, le troisième prince de Tristan, les aborde. Il exige que les filles viennent avec lui parce qu'elles sont adorables. Les gardes essaient de s'approcher des filles, mais Kelvin les met facilement hors d'état de nuire. Il utilise ensuite sa magie pour immobiliser Tabra et le forcer à s'excuser pour son crime. Tabra révèle qu'il est venu à Parthe parce qu'il a entendu dire qu'un aventurier puissant s'était installé ici. Il a l'intention de faire de cet aventurier son serviteur afin de devenir plus puissant. Kelvin dit qu'il est l'aventurier que Tabra cherche chez la Somme. Les citoyens, qui ont tout observé, applaudissent Kelvin pour son acte héroïque. Ailleurs, Melfina se révèle à la prêtresse de Dahimi, Colette. Elle demande des nouvelles des héros et Colette lui répond qu'ils tiennent le coup. Melfina informe Colette qu'elle a ressenti une présence maléfique sur le continent occidental et que Colette devrait y envoyer les héros. Melfina avertit Colette de tenir les héros éloignés de Parthe avant de disparaître à nouveau. Plus tard dans la nuit, Effie remercie Kelvin de l'avoir sauvé du prince tordu. Elle remercie aussi Kelvin de l'avoir libéré et de lui avoir permis de découvrir ce que cela fait de toucher quelqu'un. Effie demande si elle est pâturante et Kelvin répond que oui. Kelvin pense à Rinen qui doit acheter une maison au plus vite pour éviter de partager la même chambre qu'Effie. Le lendemain, Melfina revient et il montre au groupe les héros ainsi que leurs statistiques. Comme Kelvin ne peut pas absorber Effie dans sa conscience, Cloto sépare une partie de lui-même pour s'installer sur le bras d'Effie. De cette façon, Effie peut participer à la conversation du réseau des serviteurs. Melfina espère que les héros deviendront plus forts en vue de leur combat contre le roi des mains. Elle fait remarquer que Kelvin et son groupe deviennent plus puissants chaque jour. Kelvin fait la démonstration de ses compétences de forgeron et révèle les armes qu'il vient de fabriquer. Effie présente également les nouvelles robes et armures qu'elle a confectionnées pour elle-même et pour les membres du groupe. Quelques instants plus tard, Kelvin est convoqué dans le bureau du maître de la guilde. Léo lui annonce qu'un démon a été découvert dans la grotte de l'ermite. Melfina explique que les démons font partie des races les plus puissantes, aux côtés des dragons et des anges. Léo demande l'aide de Kelvin car ils ne savent pas encore à quel point le démon est fort. Kelvin accepte au début. Kelvin arrive à la grotte et les aventuriers qui ont découvert le donjon lui expliquent tous les détails. En entrant dans le donjon, Gérard prend la tête du groupe et Phil et Kelvin suivent tandis que Cloto ferme la marche. Ils arrivent devant la porte intérieure et Kelvin informe son équipe qu'ils sont deux formes de vie dans la pièce. Ils entrent dans la pièce et voient une jeune démon qui est sous un seau. Un autre démon apparaît et réveille, il est l'archidémon Victor. Kelvin ouvre la bouche de surprise car, pour lui, Victor est automatiquement un démon de rang S+, qui est l'archidémon. Cependant, cela n'ébranle pas Kelvin car il est passionné par les combats. En fait, il affiche un sourire en découvrant à quel point Victor est puissant. Victor annonce au groupe que la fille qu'il regarde est la fille du roi démon, Gustave. Gustave l'a gardé secret afin que ses ennemis ne puissent pas utiliser sa fille contre lui. Victor révèle que seuls les humains peuvent briser le sceau de la fille, mais il ne le souhaite pas. Il veut absorber la fille et devenir lui-même le roi des mains. Victor invoque ses sbires et un combat s'engage entre les deux camps.
Gérard élimine les spires d'un seul coup d'épée tandis que Kelvin s'occupe de ce que Gérard a laissé passer. Victor utilise une gong fumigène magique pour essayer de surprendre Kelvin, mais Kelvin déjoue très facilement ses attaques. Effuse se glisse derrière Victor et lui tire dessus avec sa flèche magique. Gérard s'approche de lui et lui tranche en bas. Victor admet que Kelvin et son groupe sont les deuxièmes à lui infliger autant de dégâts. Cela pousse Victor à libérer toute sa puissance magique, devenant encore plus grand et plus fort. Il attaque le groupe avec sa magie, ce qui affaiblit Gérard. Il projette Gérard au sol et prend l'avantage jusqu'à ce que Cloto déchaîne une pluie d'attaques sur lui depuis les airs. Cela bombe à Kelvin et file l'occasion de lancer une attaque dévastatrice contre Victor. Victor est projeté au sol et admet sa défaite. Victor révèle alors qu'il n'a jamais eu l'intention d'absorber la fille du roi. Il dit que Kelvin n'aurait pas combattu aussi durement même s'il n'avait pas menti. Victor raconte des histoires derrière tout cela. Il y a plusieurs centaines d'années, Gustave lui a confié la garde de sa fille, Sarah. C'est lui, en gros, qui l'a élevée. Il vivait avec elle dans un gros manoir que Sarah ne pouvait pas quitter. Gustave a tout fait pour cacher le fait qu'il avait une fille. Puis, un jour, le héros a attaqué et est venu pour Gustave. Victor était prêt à se battre et à mourir pour Gustave, mais Gustave lui a ordonné de continuer à veiller sur Sarah. Si son existence venait à être connue, d'autres démons et même le héros viendraient après elle. Gustave lui a alors apposé un sceau que seuls les humains pouvaient briser. Si quelqu'un d'autre que le héros l'approuvait, elle serait en sécurité. À la mort de Gustave, Sarah a été envoyée dans une contrée lointaine. Victor a continué de veiller sur elle, même sous l'effet du sceau. Gustave espérait qu'un jour, Sarah pourrait vivre paisiblement sans que la violence ne vienne à elle. Victor révèle alors qu'il attendait une époque de paix afin que le sceau de Sarah puisse être brisé. Elle pourra alors accéder à sa position de roi des mains. Victor déplore que tous ses plans aient désormais échoué. Il supplie Kelvin d'exaucer un dernier vœu. Il supplie Kelvin de laisser Sarah rejoindre son groupe et de lui faire découvrir le monde. Sarah est probablement déjà en train de s'éveiller de son sommeil et aurait déjà entendu leur conversation. Victor dit à Kelvin de briser le sceau et que les yeux de Sarah s'ouvriront. Kelvin propose de soigner Victor, mais ce dernier refuse en disant qu'il ne sert que le roi démon et qu'il n'est pas prêt à servir quelqu'un d'autre. Après avoir dit tout ce qu'il avait à dire, Victor meurt finalement. Kelvin s'approche de Sarah et brise le sceau. Sarah se réveille et commence à pleurer car elle vient de perdre la dernière personne qu'elle considérait comme sa famille. Sarah conclut un contrat avec Kelvin une fois qu'elle a repris pleinement conscience. Le groupe termine dans la grotte et remonte à la surface. Gustave avait déjà fabriqué un serre-tête camouflant pour Sarah avant sa mort afin de dissimuler ses cornes. Kelvin a menti aux aventuriers en disant que Sarah faisait partie des premiers aventuriers à être entrés dans la grotte. Il montre aux aventuriers la preuve que le démon a été vaincu, puis s'en vint. Plus tard, les filles fabriquent une nouvelle armure, plus résistante, pour Gérard. Les statistiques de Gérard ont également augmenté et il est désormais plus fort qu'avant. Le groupe ramène Sarah en ville et lui montre ce que signifie vivre parmi les humains. Kelvin retourne à Hades mais il est officiellement promu au roi. On organise alors une fête pour célébrer la promotion de Kelvin. Plus tard dans la nuit, Kelvin entend Sarah parler toute seule à voix haute. Elle promet de rendre Victor fier et de découvrir le monde, comme il l'avait toujours prévu. Ensuite, Kelvin fabrique une nouvelle armure appelée Terreur de la Reine pour Sarah. Il a confectionné l'armure à partir de celle de Victor, exactement comme Sarah l'avait demandé. Il a également forgé une nouvelle épée pour Gérard. Après tout ce travail acharné, Kelvin est épuisé et commence à avoir envie de riz. Il ne cesse de prier qu'il veut manger du riz. Peu après, le groupe cesse ses bagages et commence un voyage vers un pays appelé Toaï. Kelvin a deux objectifs pour son voyage à Toaï. Le premier est de montrer le monde à Sarah. On dit que Toaï est un pays qui borde l'océan, et il paraît qu'ils y cultivent une plante ressemblant au riz. Il n'a pas été difficile pour Léo de leur accorder la permission de voyager à Toaï. On apprend que Melfina est de nouveau partie temporairement. Melfina est allée faire quelques ajustements à son corps afin de pouvoir entrer dans un de ses avatars. Cela donnera à Kelvin la force nécessaire pour pouvoir l'invoquer. Cela permettra également de dissimuler son statut d'être suprême. En route vers Toaï, le groupe est arrêté par une bande de brigands connus sous le nom de Vent Noir. On raconte qu'un aventurier de roi de Tricène avait autrefois vaincu cette bande, mais qu'il semble qu'il soit de retour. La bande tente de dépouiller le groupe, mais sans le savoir, ils viennent de sceller leur destin funeste. Kelvin demande à Sarah de s'occuper des voleurs. En un rien de temps, elle les a tous vaincus. Les voleurs disent au groupe qu'ils auront de gros ennuis lorsque leur chef apprendra ce qui s'est passé. Cela enthousiasme Kelvin, qui déclare qu'il a hâte de rencontrer leur chef. Peu après, ils arrivent à Toaï.
Kelvin remarque que Tora y ressemble au Japon d'autrefois. Ils trouvent leur chemin jusqu'à la guilde de la région. Ils remettent les voleurs à la guilde et le groupe rencontre la maîtresse de guilde, Mist. Mist réalise que Léo lui a parlé de Kelvin. En fait, Kelvin est le sujet dont Léo parle le plus en ce moment. Mist informe Kelvin que le guerrier de Trissem, Christopher, a vaincu le vent noir. Cependant, il s'avère que c'est lui qui dirige tout maintenant. Ils ont commencé à kidnapper des filles pour les vendre comme esclaves. Mist fait preuve de prudence concernant ce problème, car cela pourrait devenir un incident international si l'on n'y prend pas garde. Kelvin apprend que Christopher est au niveau 70 et son excitation retombe. Il espère que Christophe a pris des niveaux afin qu'il soit un adversaire coriace. À ce moment-là, Sarah détecte qu'un groupe d'aventuriers vient d'entrer en ville. Il s'avère que les héros viennent tout juste d'arriver en ville. Kelvin est content car cela vient de leur faciliter la pêche. Kelvin demande à Mist d'informer les héros à propos de Christophe. Si Christophe est vaincu par les héros, qui incarnent réellement la justice, il n'y aura aucune plainte. Ensuite, Kelvin et son groupe retrouvent la base d'opération de Christophe. Il faut d'irruption, battent ce spire et libère les fils. Ils trouvent Christophe et ses généraux dans leur bureau. Kelvin les bug très facilement et les laisse candy sur le sol. Plus tard, les héros arrivent à la plante. Ils voient les filles, qui leur disent que les aventuriers qui les ont sauvés sont allés dans l'autre pièce pour armuguer les bandits. Les filles supplient les héros d'aller aider les aventuriers à vaincre les bandits. Les héros se précipitent vers la pièce et trouvent Christophe et ses hommes allongés par terre. Les héros sont perplexes et pensent que les personnes allongées au sol sont les aventuriers qui ont besoin d'aide. Ils trouvent Kelvin et son groupe arborant un sourire en coin. Les héros prennent Kelvin et son groupe pour la bande de voleurs. Ce que les héros ignorent, c'est que Kelvin avait déjà tout prévu. Son intention, depuis le début, est de tromper les héros et de les pousser à la remontée. Les héros se présentent. Leur chef, Tuya Kanzaki, son compagnon, Setsuna Shiga, Mama Mizuoka, et enfin, Miyabituro Miya. Les héros promettent de rendre justice à Kelvin et à son groupe. Kelvin annonce alors aux héros qu'il est prêt à affronter les quatre, seul. Celui qui perd devra faire tout ce que le vainqueur exigera. Les héros débattent entre eux pour savoir s'ils doivent affronter Kelvin, tandis que ce dernier savoure toute l'excitation du moment. Le reste du groupe de Kelvin s'assied pendant qu'il se prépare à combattre les héros. Les héros finissent par prendre la décision d'affronter Kelvin. Kelvin informe les membres de son groupe qu'il va utiliser son nouvel objet, le dévoreur de compétences, comme l'une de ses armes pour combattre les héros. Les héros foncent sur Kelvin, mais ils repoussent toutes leurs attaques avec une grande facilité. Les amis de Tuya sont stupéfaits de voir que l'escrime de Tuya est de race et que Kelvin l'affronte à un nu sans difficulté. C'est alors que l'on découvre que Sarah avait prêté à Kelvin ses compétences en arts martiaux avant le combat. Alors que le combat fait rage, Setsuna se rend compte que Tuya est prêt à se battre jusqu'à la mort. Elle l'interpelle et les rappelle le jour où ils ont été arrachés à leur salle de classe et transportés dans le monde fantastique par Mefina. Setsuna fait comprendre à Tuya que la seule façon de vaincre Kelvin est de travailler ensemble. Avec cette nouvelle motivation, l'équipe unit ses forces et attaque Kelvin. Ils utilisent les sorts les plus puissants qu'ils possèdent pour immobiliser Kelvin. Kelvin invoque un golem pour les distraire pendant qu'il prépare un nouveau sort. Les deux camps sont surpris de voir Kelvin inventer un nouveau sort pour se libérer de ceux des héros. Ils essaient de l'attaquer à nouveau avec différents sorts, mais il est bien au-dessus de leur niveau et il neutralise facilement tout ce qui lui lance. Tuya se lamente en combattant Kelvin, disant qu'il devrait utiliser ses pouvoirs pour le bien commun s'il sait qu'il est très fort. Kelvin le met à terre et lui dit de ne pas essayer de lui imposer ses propres idéaux et points de vue. Plus tard, les héros se réveillent et découvrent que Kelvin n'est pas leur ennemi. C'était l'aventurier qui avait vaincu les bandits. Ils ne se battaient contre eux que pour connaître leurs faiblesses et leur apprendre à devenir meilleurs. Tuya s'en rend compte et s'incline devant Kelvin. Il déclare que Kelvin sera son maître à partir de ce moment-là. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, Christophe et sa bande sont arrêtés et les filles sont toutes libérées. Kelvin emmène les héros dans une grotte pour s'entraîner. Un boss de donjon de rang S est apparu dans la grotte et Kelvin a dû le vaincre. Kelvin dit à Tuya et à son groupe qu'ils doivent encore beaucoup travailler avant de pouvoir affronter des monstres de rang S. Quelques jours plus tard, Tuya et son groupe se préparent à quitter la ville. Ils remercient Kelvin pour toute son aide. Kelvin leur offre des pendentifs en guise de cadeau d'adieu. Tuya promet d'être plus fort la prochaine fois qu'ils se verront. Après leur départ, Kelvin révèle que les pendentifs qu'il a donnés aux héros sont en réalité des amplificateurs de statistiques. Cela les aidera à devenir plus forts et plus rapidement. Il demande alors à Gérard si l'Isea se trouve de l'autre côté de la mer, à l'ouest, et celui-ci répond que oui. N'oublions pas que l'Isea est le pays qui a détruit la patrie de Gérard. Kelvin ne l'a pas oublié et prévoit de les punir pour leurs crimes.
Kelvin veut devenir plus fort et meilleur avant d'affronter Lysea. Quelques minutes plus tard, on informe Kelvin que le roi du pays souhaite le voir. En arrivant au palais, Kelvin remarque que le bâtiment est construit comme un palais japonais traditionnel. Gérard l'informe que le premier souverain du pays serait, selon la rumeur, venu d'un autre monde. Ils entrent dans le palais et Kelvin constate qu'il possède également les mêmes aménagements que les palais japonais. Ils sont accueillis par l'actuelle dirigeante de Tohai, Tsubaki Fujiwara. En entendant son nom, Kelvin se dit que c'est assurément un nom japonais. Cela confirme son hypothèse selon laquelle le premier souverain du pays devait venir du Japon. Cela doit aussi être la raison pour laquelle ils sont le seul pays à avoir du riz. Tsubaki dit qu'ils auraient organisé une célébration pour la bonne action du groupe, mais que Trisen est impliqué. Ils essaient de garder l'affaire secrète afin d'éviter de susciter des soupçons parmi les citoyens. Tsubaki demande à Kelvin de nommer ce qu'il souhaite. Kelvin dit qu'il veut du riz, et Tsubaki est surprise. Elle lui dit qu'il aurait pu demander un titre, de l'argent ou du prestige, mais il a choisi du riz. Kelvin révèle qu'il ne veut rien qui puisse l'attacher. Il préfère être libre car il est aventurier. À cause de cela, Tsubaki promet de nourrir Kelvin avec tout le riz qu'il souhaite. Elle lui enverra aussi du riz s'il vient à en manquer. Kelvin et son groupe sont servis avec du riz, et Kelvin apprécie tellement le repas qu'il en mange une grande quantité. Pendant le banquet, Eiffel est occupé à apprendre les recettes japonaises auprès de Tsubaki. Cela l'aidera à préparer des plats japonais à l'avenir. Plus tard, Eiffel prépare son premier plat japonais, et Kelvin la félicite d'avoir réussi. Après tout, la compétence culinaire d'Eiffel est de rang S. Tsubaki souhaite que Kelvin et son groupe restent à Tohai, mais il dit qu'ils doivent partir pour partir très bientôt. Tsubaki essaie même de convaincre Kelvin de l'épouser, mais il décline humblement la proposition. Tsubaki dit à Kelvin qu'elle a un moyen spécial de les renvoyer chez eux. Elle révèle que le palais possède un téléporteur. Cependant, personne ne peut l'utiliser n'importe comment. Il faut aussi obtenir l'autorisation du côté récepteur. La raison pour laquelle Kelvin et son groupe peuvent l'utiliser, c'est parce que Léo a déjà inscrit la séquence d'autorisation sur leur carte de guilde. Kelvin est surpris que Léo ne leur ait pas parlé de cela. Le groupe utilise le téléporteur et retourne à Part. Kelvin achète une maison après son retour à Part. La maison est assez grande pour accueillir tout le monde. Ploto dit qu'il veut rester dehors dans le jardin et Kelvin accepte. Peu de temps après, Ellie et sa fille Lucas arrivent à la maison pour reprendre leur rôle de nouvelles assistantes de maison. L'une des raisons pour lesquelles Kelvin a aussi acheté la maison, c'est à cause de la salle de bain. Il a toujours rêvé d'avoir un bain dans sa propre maison. Kelvin est sur le point d'aller se coucher lorsque Melfina arrive. Elle a désormais fait des ajustements et peut maintenant être invoquée à travers l'un de ses avatars. Kelvin l'invoque, et une magnifique femme angélique avec des ailes apparaît dans la pièce. Le lendemain matin, Kelvin présente Melfina aux autres membres du groupe. Melfina essaie de s'excuser auprès de Sarah d'avoir invoqué le héros qui a vaincu son père, mais Sarah lui dit que ce n'est pas nécessaire. C'était nécessaire parce que Gustave devenait déjà incontrôlable, et il fallait l'arrêter. Melfina garde ses ailes cachées pour dissimuler son statut au reste du monde. Melfina affirme également qu'elle est la femme de Kelvin. Kelvin propose alors de commencer à appeler Melfina, Mel. C'est pour éviter que les gens ne se rendent compte qu'elle est l'être suprême de la réincarnation. Plus tard, Melfina accorde à Kelvin la grâce de Melfina, l'être suprême de la réincarnation. La grâce a deux effets. Premièrement, elle protège Kelvin d'un dommage fatal une fois par mois. Deuxièmement, elle donne à Kelvin le pouvoir d'invoquer des héros. Cependant, il ne peut le faire qu'une seule fois. Ensuite, on voit Kelvin se remémorer les héros. Il se demande s'ils sont arrivés sains et saufs sur le continent de l'Ouest. Il réalise aussi que les héros ont eu du mal à s'adapter parce qu'ils gardent les souvenirs de leur vie passée. Il se demande si seul le héros est destiné à vaincre le roi démon. Est-ce que ça ne pourrait pas être n'importe qui, par exemple, le roi des bêtes de Gon, qui est un aventurier de rang S? On dit qu'il est le plus fort du continent de l'Est. Plus tard dans la journée, Melfina retrouve Kelvin alors qu'il est perdu dans ses pensées inquiètes. Melfina sait que quelque chose trouble Kelvin, et elle lui en parle. Kelvin demande à Melfina pourquoi il faut des héros pour vaincre le roi démon. Melfina explique qu'elle ne sait pas qui sera le prochain roi démon, mais qu'ils ont tous eu un point commun. Ils possèdent un pouvoir qui multiplie le mal en eux. Deuxièmement, ce pouvoir leur confère l'invisibilité. Ils sont immunisés contre tout type de dégâts. Kelvin est choqué et devient encore plus curieux. Il veut savoir comment les rois démons sont vaincus. Melfina explique que les rois démons peuvent être invisibles aux attaques des habitants de ce monde, mais qu'ils sont vulnérables aux attaques de personnes venant d'autres mondes. C'est là que les héros entrent en jeu. Kelvin comprend alors que ces attaques fonctionneront forcément contre le roi démon.
Melfina ajoute qu'il existe deux façons de faire venir des personnes dans le monde fantastique. Soit on les téléporte directement depuis leur monde, comme ce fut le cas pour Toya et ses amis. On peut aussi réincarner une âme défunte dans le monde fantastique. La réincarnation est la meilleure option car elle permet à la personne de choisir les compétences qu'elle souhaite. Cela les rendra puissants, tout comme Kelvin. Ce soir-là, Kelvin décide d'invoquer un héros qu'il formera lui-même. Melfina lui explique comment procéder et il boit aussi une potion qui régénère ses PM. Kelvin commence l'invocation et un grand cercle apparaît sur le sol. Quelques instants plus tard, une jeune fille émerge et se présente sous le nom de Ryo Saeki. Elle semble ravie d'avoir été réincarnée, mais elle s'évanouit avant que la discussion ne puisse continuer. Kelvin s'évanouit aussi car ses PM sont épuisés. Peu de temps après, Ryo se réveille et on peut voir l'excitation sur son visage. Elle raconte à Kelvin qu'elle a été alitée toute sa vie passée. Elle ne pouvait pas se déplacer comme les autres, mais maintenant elle le peut. Ryo se souvient de tout cela parce qu'elle a choisi de garder ses souvenirs. Ryo remercie Kelvin de l'avoir invoqué et de lui avoir permis de découvrir ce que ça fait de marcher. Kelvin suggère qu'il devrait changer son nom car il n'aime pas l'actuel. Ryo propose de changer son nom en Rian et Kelvin accepte. Kelvin demande aussi à Rian de dire à tout le monde qu'elle est sa petite sœur venant d'une contrée lointaine. Rian accepte et choisit même un petit nom mignon pour appeler son nouveau grand frère. Ensuite, Kelvin emmène toute la famille dans la forêt pourpre sombre pour s'entraîner. Il emmène aussi Ellie et Lucas avec lui. Il veut aussi que leur niveau augmente. Il a déjà des golems qui gardent la mission, donc il n'y a rien à craindre. Kelvin va utiliser sa compétence de partage d'expérience pour distribuer des points à Lucas et Ellie. Il veut les préparer au cas où il arriverait quelque chose de grave. Les filles pourront aussi se défendre elles-mêmes. Plus les membres du groupe vaincront des monstres, plus Lucas et Ellie gagneront d'XP. Kelvin demande à Sarah, Gérard et Cloto de s'aventurer dans la forêt et de vaincre autant de monstres que possible. Sarah et Gérard transforment rapidement cela en un défi pour savoir qui vaincra le plus de monstres. Quelques instants plus tard, un loup de l'ombre apparaît et Kelvin le vainc avant de conclure un contrat avec lui. Il confie ensuite le loup à Rian comme nouvel animal de compagnie. Peu après, URD et son groupe arrivent aussi dans la forêt pour s'entraîner. URD est dans la forêt pour passer son examen d'entrée afin d'être promu au rang B. URD complimente Kelvin pour avoir d'aussi jolies filles dans son groupe. Les membres du groupe d'URD deviennent jaloux et le sont encore plus lorsqu'ils apprennent que Kelvin a maintenant une petite sœur mignonne. URD et son groupe repartent après avoir salué Kelvin et son équipe. Peu de temps après, Sarah, Ploto et Gérard reviennent. Il s'avère que le trio a déjà vaincu tous les monstres de la forêt et qu'URD n'a donc plus rien à combattre. Kelvin retrouve URD et s'excuse auprès de lui, mais URD lui fait savoir que ce n'est pas grave. URD dit que son groupe est désormais très fort et que Kelvin mérite même d'être classé rang S à présent. De retour à la maison, Rian lave son animal de compagnie et nomme le loup Alex. On découvre que Rian peut aussi comprendre Alex. Il s'avère qu'elle possède la compétence pour cela. Après cela, Rian commence son entraînement avec Gérard et Sarah. Elle suit des exercices d'entraînement intensifs pour améliorer ses compétences. Une nuit, Kelvin se rend compte qu'un groupe de bandits encercle le manoir. Kelvin analyse leur statut et se rend compte qu'ils sont tous de bas niveau. Il confie à Rian la tâche de vaincre les bandits, mais elle doit laisser leur chef pour lui. Kelvin donne à Rian la nouvelle épée qu'il a fabriquée pour elle. Rian s'exécute et commence à assommer tous les bandits un par un. Une fois qu'elle a terminé avec les bandits, Kelvin trouve leur chef et le coince. Il s'avère que les bandits ont été envoyés par la nation de Trissan. Kelvin prévoit de soigner les bandits blessés et de les remettre à la guilde. Ailleurs, l'empereur de Trissan, Trissan, convoque une réunion autour de la table ronde avec ses généraux. Le groupe en conclut que leur nation pourrait être en danger après la capture de Christophe. L'un des généraux, Tristan, suggère qu'ils déclarent la guerre aux 3 autres pays et s'emparent du continent pour eux-mêmes. Il affirme qu'ils ont renforcé leur armée tandis que les autres pays vivent encore sous le traité de paix. L'empereur laisse la décision à ses généraux. 2 généraux soutiennent la proposition, tandis que 2 autres s'y opposent. Maintenant que la décision est à égalité, ils doivent consulter le 5e général, Clive. Vu la personnalité de Clive, il est évident qu'il votera en faveur de la guerre. Le général Clive est le chef des chevaliers magiques et il n'a jamais été du genre à reculer devant un combat. En fait, il aime semer le trouble. Après l'avoir remis les assassins à la guilde, Léo informe Kelvin que Trissan a commencé à bouger. Ce n'est rien de grave pour l'instant, mais ils doivent rester vigilants. Gon est le pays qui borde Trissan et ils ont signalé des mouvements.
Léo annonce alors à Kelvin que Léon, le roi des bêtes, l'a invité chez lui. Léon veut mettre Kelvin à l'épreuve et voir s'il est digne d'être un aventurier de rang S. Peu après, Kelvin et son groupe prennent la route pour Gone. Alors qu'ils approchent d'un village proche qui est sous la juridiction de Gone, Phil dit qu'elle a un drôle de pressentiment. Melfina révèle que le village vers lequel il se dirige est un village elfe, et comme Phil est une demi-elfe, il est normal qu'elle ressente une certaine sensation. On apprend que les elfes venaient à l'origine du continent occidental, mais qu'une partie d'entre eux a migré vers le continent oriental il y a quelques années. Au cours du voyage, Sarah fait remarquer qu'il faut obtenir l'approbation d'au moins 2 souverains avant de se voir accorder le rang S. Tsubaki a déjà donné son approbation, mais Léon veut tester Kelvin avant de donner la sienne. Soudain, ils sont arrêtés par un groupe d'elfes qui gardent le village. Kelvin leur montre le sceau de Léon et leur explique qu'ils ne sont pas leurs ennemis. Le chef du village, Nelra, se présente pour rencontrer Kelvin. Il aperçoit Phil et est surpris, comme s'il venait de voir quelqu'un qu'il connaît. Il appelle Phil par un autre nom, Lumil. Nelra les emmène dans le village et explique qu'il a confondu Phil avec quelqu'un d'autre. Kelvin demande alors à Nelra de leur parler de Lumil. Kelvin dit que cela pourrait être un indice sur les origines des Phil. Phil a été vendue comme esclave lorsqu'elle était enfant et elle ne connaît même pas les membres de sa famille. Nelra explique qu'ils vivaient autrefois dans une forêt sur le continent occidental. Ils ont été attaqués par un roi dragon de feu. Le roi dragon affirme qu'un elfe s'est moqué de lui et qu'ils doivent livrer cet elfe s'ils ne veulent pas qu'il rase le village. C'est un choc pour les elfes, car ils ne savent même pas qui est l'elfe qui a ridiculisé le dragon. La colère du roi dragon a ravagé le village et la moitié des habitants étaient déjà morts. C'est alors qu'une de leurs elfes, Lumil, s'est proposé de se sacrifier pour le roi dragon. Le roi dragon a choisi de prendre Lumil pour épouse à la place. Des années plus tard, le corps de Lumil a été retrouvé dans la forêt. Par crainte que le roi dragon attaque à nouveau, les elfes ont rassemblé leurs affaires, ont fui le continent et se sont installés sur le continent oriental. Depuis lors, ils sont sous la protection de Gone. Le groupe avance la théorie qu'il est possible que Lumil soit la mère des Phil. Cela pourrait expliquer pourquoi Nelra l'a prise pour Lumil. Nelra informe alors Kelvin que des monstres venus de Trissan ont commencé à attaquer le village. Kelvin promet qu'il ne laissera pas les monstres leur faire le moindre mal. Kelvin et son groupe décident de tendre un piège à l'armée de Trissan et à leurs monstres contrôlés. Plus tard dans la nuit, l'armée de Trissan est aperçue en train d'avancer vers le village. Soudain, ils sont attaqués par Kelvin et son groupe. Le groupe élimine tous les bataillons qui avançaient vers le village. Brion, Melfina et Alex se dirigent vers le camp. Le commandant est ravi lorsqu'il voit 2 filles qui semblent faibles s'approcher du camp. Le commandant souffle dans une flûte magique qui invoque un monstre gigantesque. Melfina dit à Rian qu'il est temps pour elle de prendre les choses en main. Elle doit prouver que tout le temps passé à s'entraîner n'a pas été vain. Melfina assure à Rian qu'elle est plus forte qu'elle ne le pense. Grâce à ses paroles motivantes, Rian trouve le courage et part affronter le monstre gigantesque. Accompagné d'Alex, Rian lance une attaque, mais le monstre la repousse et brise son épée. Rian, furieuse, invoque 2 épées encore plus puissantes que Kelvin avait fabriquées pour elle. Elle lance un sort qui semble avoir éliminé le monstre. À ce moment-là, le monstre évolue en une créature de feu. Rian n'a même pas peur, et elle vainc facilement le monstre avec le même sort qu'auparavant. Le commandant voit cela et tombe à genoux. Il n'arrive pas à croire qu'une petite fille vient d'anéantir toute l'armée et leur monstre de renfort. Soudain, le général Clive arrive et lance une attaque surprise contre Kelvin, mais celui-ci dévie facilement le sort. Clive essaie d'utiliser un sort d'esclavage sur Phil, mais Kelvin l'en empêche. Il dit à Clive qu'il ne posera jamais un doigt sur sa femme ni sur aucun membre de son groupe. Kelvin utilise son œil d'expertise sur Clive et découvre que lui aussi a été réincarné. Kelvin demande à Phil de rejoindre le reste du groupe à l'intérieur des murs du village pendant qu'il affronte Clive. Kelvin forme 5 lances puissantes pour attaquer Clive, mais celui-ci utilise une barrière pour bloquer l'attaque. Clive affirme que les lances auraient été détruites dès qu'elles auraient touché la barrière. Cela montre aussi que les lances sont très puissantes. Alors que le combat s'intensifie, Kelvin affiche un sourire car il prend plaisir à se battre. Clive ensorcelle tout son groupe pour qu'ils attaquent Kelvin. Kelvin confie à ses golems la tâche de s'occuper du groupe de Clive pendant qu'il affronte Clive lui-même. Cependant, il ordonne aux golems de ne pas blesser les membres du groupe de Clive car ils sont sous son charme. Kelvin prévoit de briser le charme une fois le combat terminé. Kelvin et Clive continuent de s'affronter à coups de sort. Kelvin attaque Clive avec un sort qui lui laisse une entaille sur le visage. Clive se met en colère et utilise son sort le plus puissant,
mais Kelvin sort sa toute dernière arme, le Backstab Disaster, classé rang S. Kelvin lance alors lui aussi un sort puissant. Les deux adversaires s'affrontent, mais Kelvin tranche à travers le sort de Clive et lui coupe les jambes. Kelvin est sur le point de l'achever lorsque Tristan arrive et prend Clive en charge. Tristan reconnaît que Kelvin a remporté le combat, mais ils ne le laisseront pas achever Clive. Tristan disparaît avant que Kelvin ne décide de les attaquer. Kelvin retourne au village et retrouve son groupe. Nelros demande à son peuple de préparer un banquet pour célébrer la victoire de Kelvin. Désormais dans le pays de Trizen, Clive a été soigné et ses jambes sont redevenues normales. Cependant, Clive est maintenant retenu à l'intérieur d'un centre d'expérimentation. Tristan l'informe que plusieurs expériences seront menées sur lui parce qu'il est réincarné. Clive constitue le sujet d'expérimentation idéal dont ils ont besoin. Cela pourrait être en préparation de leur affrontement contre Kelvin. Ensuite, le chef du village offre à Eiffel un bandeau qui appartenait à l'Humile. Tous les villageois la traitent également très bien, même si elle est une demi-elfe. À ce moment-là, une petite fille arrive et se présente sous le nom de Léon Argon. Léon révèle qu'il peut prendre la forme qu'il souhaite et a décidé d'apparaître sous celle d'une petite fille. Léon révèle qu'il a assisté au combat de Kelvin contre Clive. Il est désormais convaincu que Kelvin mérite le rang S. Dans 4 jours, la cérémonie de promotion aura lieu. Kelvin participera également à des combats simulés contre d'autres aventuriers de rang S. En entendant cela, Kelvin ne put cacher son excitation à l'idée d'affronter d'autres aventuriers de rang S.